Bonjour à tous et à toutes. Il est 11 h, je vois que ça se connecte. Donc, on va laisser le temps à tout le monde de se connecter. Voilà, je suis très contente de vous retrouver ce matin pour aborder un sujet qui va être croissant dans nos quotidiens, la partie risque incendie lié aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et également aux véhicules et les impacts sur les bâtiments. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'immatriculation de véhicules électriques et par conséquent, l'utilisation des bornes de recharge se fait forcément plus intense. Le temps que les gens se connectent de façon très opérationnelle. Donc, on va avoir une bonne demi-heure ensemble. Donc, sur une première partie, on va vous présenter le déroulé de notre support. Puis, dans une deuxième partie, si vous avez des questions, on prendra le temps d'y répondre. Au niveau des questions, vous avez un module sur votre écran à droite. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Sachez que si nous n'avons pas le temps ou la réponse au moment précis à votre question, on y apportera par la suite une réponse par écrit. Vous avez également un module de sondage. Donc, à travers la présentation, on fera quelques questions de sondage. Donc, n'hésitez pas à vous prêter à l'exercice. Nous, ça nous permet de mieux vous connaître, de mieux voir vos besoins et donc d'affiner nos éléments d'échange avec vous et nos recherches. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Karl Garin, notre référent technique national sur la partie IRVE, donc installation de recharge pour véhicules électriques, et Petroni Sedbon-Tijardovic, qui est spécialiste technique national en sécurité incendie et accessibilité. Donc, durant cette présentation, on fera un très rapide état des lieux sur la mobilité électrique, les différents risques à prévenir avec un focus sur ce qui nous rassemble aujourd'hui, le risque incendie, les conséquences et points de vigilance par rapport à ces risques, le cadre réglementaire qui nous encadre ou qui manque, et ensuite une partie questions-réponses. Alors, pour commencer, je vais vous poser une première question de sondage. Quand elle apparaît à votre écran, vous pouvez voter. Voilà. Je vous laisse tranquillement voter et je laisse la main à Karl pour la présentation et je vous souhaite une bonne présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur les risques d'incendie dans la mobilité électrique. On va parler un petit peu d'état des lieux de la mobilité électrique en France à ce jour, les chiffres clés et les définitions des véhicules. Même si c'est connu, ça permet de faire un petit rappel. Voilà. Donc, la mobilité électrique en chiffres, en 2025, c'est plus de 160 000 points de charge ouverts au public, soit une augmentation de 30% en un an, 400 000 IRVE accessibles d'ici fin 2030 en objectif, avec un plan France 2030 à 2 millions de véhicules électriques hybrides rechargeables en circulation. À ce jour, 99% des aires d'autoroute concédées sont équipées de recharge rapide à juin 2023. 48 000 stations de recharge ouvertes au public sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Définition des véhicules, selon le décret 2017-26 modifié, le véhicule, la voiture électrique, le scooter et moto électrique, et les bus et camions électriques, les vélos assistance électrique et les trottinettes électriques sont des véhicules à moteur équipés d'un système à propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique. Se rajoute aussi, et c'est une autre mobilité, c'est les avions de tourisme qui on trouve maintenant aussi en 100% électrique. Un petit point sur les différentes implantations des points de charge. On a les IRVE du domaine privé, notamment dans le domicile, avec des socles de prise de courant donc domestiques ou des prises renforcées, des bandes de recharge de 3,7 à 7,4 pour les parties monophasées ou de 11 à 22 kW en triphasé,
posés sur le mur, fixés sur le mur ou sur pied de borne. En entreprise, avec des bornes de recharge inférieures ou égales à 22 kW pour les flottes de véhicules, pour les employés, les visiteurs, avec notamment des points de charge un peu plus rapides, 50 kW éventuellement, selon le besoin, ou le process avec des points de charge supplémentaires, enfin des points de charge haute puissance. Il y a la copropriété, avec des socles de prise de courant renforcés, droit à la prise, et tout ce qui est borne AC inférieure aux 22 kW dans le résidentiel collectif. Il y a les IRVE ouverts au public en voirie collective. Donc, la majeure partie du temps, ce sont des bornes de recharge inférieures à 22 kW ou aussi des bornes haute puissance supérieures à 22 kW disponibles sur des places de parking de domaine public soumis à la 17200. Sur les aires d'autoroute, des stations de recharge haute puissance avec des bornes DC, donc dites rapides ou ultra rapides, et voire mixtes DC plus AC en alternatif, donc DC courant continu et AC alternatif. Et dans les parkings des centres commerciaux, supermarchés, hôtels, restaurants, parcs de stationnement, où du foncier est mis à disposition, ce qui permet d'avoir des stations de recharge disponibles, ouvertes au public, avec le même principe que sur les aires d'autoroute, des stations de charge haute puissance. Un petit point sur les usages des différentes IRVE. Donc, en fait, la majeure partie du temps, les utilisateurs de véhicules électriques se rechargent à domicile, donc à peu près 80% du temps, donc à domicile, en habitat ou sur lieu de travail, avec des charges normales ou charges, pourquoi pas, lentes, selon le type de point de charge. La charge occasionnelle à destination sur les hôtels, restaurants, centres commerciaux. Et sur le trajet, on va plutôt faire de la recharge en itinérance sur les autoroutes, les zones de passage où on a besoin de faire un complément de recharge pour poursuivre ou terminer son parcours. Un petit rappel sur les différents types de charges, les charges lentes, donc inférieures à 3,7 kWh en AC monophasé, donc sur socle de prise de courant domestique, où on voit bien que la puissance est plutôt limitée à 1,8 kW. Les socles de prise de courant renforcés, et on a la charge normale inférieure ou égale à 22 kW en alternatif, donc ce sont des bandes 3,7 à 22 selon monophasé ou triphasé, et les charges haute puissance dites rapides supérieures à 22 kW. En alternatif, en général, on peut avoir du 43 kW, 50 kW, et encore en continu, c'est toutes les bornes en continu supérieures à 22 kW qui peuvent monter à plus de 350 kW à ce jour, avec un petit visuel sur le côté. Nouvelle question de sondage que je viens de publier. Donc, vos locaux ou installations ont-ils déjà subi un incendie? Et si c'est le cas, le véhicule électrique était-il en cause de son installation? Je vous laisse nous répondre pour voir un petit peu si vous avez malheureusement connu ou pas ce genre de souci. Hop, et je vous laisse poursuivre. Donc là, on va aborder tous les risques à prévenir pour sécuriser vos projets. Alors, notamment d'abord pour les bornes, pour les IRVE, et ensuite pour les bâtiments. Donc, les risques à prévenir, en général, ce qui peut être constaté, et comme toute installation électrique, ça va être les surintensités, surcharge, court-circuit, les défauts d'isolement, les surtensions et les échauffements, l'échauffement anormal. On parle aussi de dimensionnement, les mises en œuvre, la maintenance, qui a forcément une incidence sur l'échauffement normal qu'on pourrait constater, avec une illustration des conséquences d'une mauvaise mise en œuvre ou du matériel qui ne serait pas forcément compatible, adapté selon la nature des conducteurs, le type de matériel. Là, on peut voir sur les photos de gauche, donc là, c'est du câble en aluminium avec des cages inadaptées pour recevoir de l'aluminium, ce qui a créé un échauffement anormal, s'accompagnant d'une section de câble inadaptée.
Sur la troisième photo, on peut voir qu'il y a une multitude de conducteurs raccordés sur la même plage de raccordement. Donc, selon la mise en œuvre, peut avoir un impact si les sections ne sont pas identiques ou selon la nature, si elles sont différentes. Sur la quatrième photo de droite, on peut voir un incendie qu'il y a pu y avoir sur un disjoncteur général avec un câble avec une rayon de courbure inadaptée et une traction sur les connexions par le poids du câble. Donc là, ça a forcément un impact sur le point de connexion qui a créé un échauffement anormal. Après, il peut y avoir une mauvaise utilisation matérielle, socle de prise de courant domestique, non prévu à la recharge sur plusieurs heures. Hein. Donc, les prises de courant domestiques ne sont pas faites pour avoir un usage intensif sur plusieurs heures à une intensité supérieure à 8 ampères. Donc, les prises de courant 10-16 ampères, ben, on ne peut pas tirer 16 ampères 8 heures consécutives, elles ne sont pas prévues pour ça. Ensuite, il peut y avoir aussi l'usage des prolongateurs, parce que le véhicule et le point de charge peuvent être éloignés, donc l'utilisation de prolongateurs est un facteur de risque important, mais aussi un manque de connaissances ou d'informations des usagers, parce que tout le monde n'a pas de formation en électricité, et donc il y a un accompagnement forcément à faire pour éviter les risques d'incendie, notamment dans le domestique. Un état des lieux, un état du réseau électrique aussi, que ce soit en résidentiel ou en non résidentiel, l'état du réseau électrique existant est souvent cause de risque parce que une installation électrique est vivante, elle évolue. Il peut y avoir des raccordements complémentaires, des modifications, et selon la nature et la qualité des travaux, peut avoir un impact. Le véhicule lui-même, forcément qu'un véhicule peut avoir aussi des problèmes, hein, surcharge, court-circuit de batterie, emballement thermique, choc violent du véhicule peut avoir un impact sur l'intégrité de la batterie, un défaut constructeur, à savoir que le véhicule électrique n'a pas, selon une étude américaine, n'est pas plus à risque d'incendie qu'un véhicule thermique. La dégradation et le vandalisme des installations de recharge de véhicules électriques peuvent aussi avoir un impact. Alors là, on va aborder tous les risques pour les bâtiments. Donc, le principal risque rencontré pour le bâtiment avec le retour d'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est l'explosion des batteries dans les logements, notamment dans les parkings. Et pourquoi les logements? Parce que aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation qui interdit de venir charger sa trottinette ou même son vélo électrique à l'intérieur d'un logement, notamment en cadre collectif. Et là, par exemple, donc, ce qui a comme conséquence directe la fragilisation de structures des bâtiments, les dommages des réseaux et puis l'évacuation et l'interdiction d'habiter les logements non concernés par l'explosion. Par exemple, là, dans ce cas précis, c'était un immeuble d'habitation neuf de 2 ans et l'appartement se situait au 2e étage et c'est une trottinette qui était en charge la nuit qui a explosé. Alors, l'histoire, c'est que la trottinette était achetée de manière normale, mais par contre, la batterie avait été achetée sur le Bon Coin et elle a explosé au matin. Elle a explosé notamment parce qu'il y a eu un appel d'air. Là, il y a la photo des toilettes. C'était une personne qui a ouvert la porte des toilettes, qui a fait un appel d'air et la trottinette était dans le salon. Et la conséquence directe, c'est que ça a impacté la structure de l'immeuble, que l'immeuble est toujours fermé après plus de 2 ans de sinistre et que 8 logements ont dû être évacués, juste pour une recharge de trottinette. Voilà. Donc, les conséquences et les points de vigilance qu'il faut avoir dans le cadre des IRVE. Alors, les impacts, là, c'est un autre impact d'incendie de véhicules électriques. Alors ça c'est dans un parking d'un immeuble du Code du travail où il y avait tout un étage de recharge de véhicules électriques. L'explosion de la batterie en charge impacte environ 24 véhicules et tout l'immeuble est fermé. Parce qu'il y a une conséquence directe sur la structure de l'incendie. Donc là, on voit bien sur la photo du milieu, c'est
Je pense, l'enquête est en cours, hein, mais a priori, ça serait le premier départ, la première explosion et les autres conséquences. Voilà. Alors là, je vous mets ça, c'est les exemples d'impact de l'explosion donc de la batterie sur le bâti. Vous voyez le genre de fissure, le genre de ce que ça impacte au niveau de la structure de l'immeuble qui est complètement impacté, les planchers qui s'affaissent. Donc voilà, pour un immeuble tout à fait. Alors, les différents impacts qu'on peut rencontrer, hein, donc l'impact sur le véhicule lui-même, que ce soit un incendie d'origine du véhicule ou de l'installation, ainsi que la propagation aux autres véhicules, que ce soit thermique ou électrique, mais autres aussi bâtiments, hein, l'impact sur l'installation électrique, l'impact sur l'environnement, hein, les dégagements de fumée toxiques, l'impact sur l'intégrité de la structure du bâtiment, l'impact financier hein, pour la remise en état, en fonctionnement, du coup très important, les pertes d'exploitation ou arrêt de l'occupation des locaux, la gestion aussi avec l'assureur. Il y a aussi un impact sur l'image hein, de marque de l'entreprise, hein, que ce soit de l'installateur, du gestionnaire, de l'aménageur, l'opérateur, ça a forcément un impact. Et aussi un impact sur l'image du véhicule électrique pour ceux qui hésitent ou qui sont un peu, entre guillemets, électrosceptiques. Et ben, en fait, ça ne va pas dans l'avantage de la mobilité électrique. Là, un autre sondage. Voilà, nouvelle question de sondage. Donc, avez-vous mis en place des actions pour prévenir le risque incendie? Donc, suite à l'installation ou en vue de l'installation de bornes, soit pour les personnes qui ont déjà fait installer des bornes, soit pour les personnes qui ont ce projet en vue. Je vous ai publié le sondage, je vous laisse y répondre. Je tiens quand même à vous dire que sur les précédentes questions, on a plusieurs cas de personnes qui ont rencontré des incendies, donc c'est quand même pas un sujet anodin et que je serais intéressée de revenir vers elles en particulier pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Hop, je vous laisse poursuivre avec le cadre réglementaire. Alors, le cadre réglementaire. Ce qu'on a à ce jour, hein, le cadre réglementaire est encore d'évolution, hein, que ça soit bien clair, c'est les installations et la mise en place des produits qui concernent l'IRVE va beaucoup plus vite que le cadre réglementaire. Donc, pour l'instant, voilà, on a mis par les grandes familles, pour l'instant, celui qui est le plus réglé au niveau réglementaire, c'est l'ERP. Ensuite, en habitation, c'est un peu plus problématique, notamment avec le droit de la prise, puisqu'il y a beaucoup d'installations qui, on n'a pas tenu compte de tout ce qui est réglementation en sécurité incendie. Donc, tout ça, c'est en interaction et ce n'est pas complètement éclairci. Et en code du travail, c'est aussi pareil. Et quand c'est usage mixte, voilà. Donc, les positions actuelles au niveau aussi bien des bureaux de contrôle et des maîtres d'ouvrage, c'est d'essayer d'appliquer le guide PS qui est applicable en ERP. On essaie de l'appliquer dans un domaine beaucoup plus large. Actuellement, il y a un groupe de travail qui est créé depuis quelques mois au ministère de l'Intérieur pour travailler sur un futur arrêté qui engloberait les IRVE, mais pas que, beaucoup d'autres choses, notamment les nouveaux usages des parkings et les nouveaux matériaux. Et donc, du coup, tout cet ensemble est en train d'être travaillé. Il n'y aura pas de texte principalement avant 2007, mais au moins, tout le monde travaille sur le sujet. Et pour l'instant, ce qu'on a, c'est surtout la maîtrise des risques par rapport au retour d'expérience et par rapport à adapter la réglementation qu'on a à disposition et essayer de l'adapter. Donc, on a principalement, c'est le guide PS qu'on essaie de faire adapter à tout type d'habitation. Voilà, donc là, il y a un tableau récapitulatif qui rassemble tout ce qu'on a à ce jour et tout ce qu'on peut appliquer. Et voilà, donc là, on est disponible pour répondre à vos questions de manière plus précise au cas où. Voilà.
Au niveau de la prestation de contrôle technique, donc là, on a répertorié à peu près tout. Et comme je vous dis, c'est quand les parcs de stationnement ne sont pas classés PS, et ben, on essaye quand même notamment en code du travail en habitation, d'apporter des réponses qui sont issues des classements PS. Ce n'est pas toujours aussi simple. Il faut aussi se rappeler que il y a quand même l'accessibilité aussi qui s'applique, notamment pour les places de stationnement avec recharge. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette partie-là. Et ensuite… Pétronille, si je Oui. puis me permettre, est-ce que tu peux juste nous préciser ce que signifie PS, s'il te plaît? Ah oui, c'est le classement PS et les parcs de stationnement. C'est le classement qu'on utilise en sécurité incendie. Super, je te remercie. J'espère que ça répondra à la question qui a été posée également. Effectivement, Merci beaucoup. désolée, on a toujours peur du jargon technique. Non, je vous en prie, pas de souci, on peut continuer. Merci. Voilà, donc les prestations diagnostiques avant travaux, je te laisse parler. Oui, donc lors de projets d'IRVE, il y a des notions à prendre en compte en amont des projets. Dans le bâti et selon la date de construction, c'est les diagnostics amiantes de plomb. Voilà. Aussi, quand il y a des enrobés bitumeux, quand il y a des tranchées à faire pour passer les canalisations, les gaines et les câbles, il y a besoin de faire un diagnostic amiante et de recherche de HAP dans les enrobés bitumeux, à savoir qu'il y a aussi des délais du laboratoire à respecter, donc bien anticiper cette partie-là. En phase travaux, hein, il y a les missions de coordination CSPS, il peut y avoir aussi des missions HSE. Alors, CSPS, hein, c'est santé, protection, c'est coordination de sécurité. Sécurité, protection, santé. Voilà, pour tout ce qui est chantier clos et fermé. Il y a les missions HSE, on peut faire aussi des audits de sécurité selon la nature des travaux, la durée des travaux. Ça permet aussi d'avoir un niveau de qualité sécurité, hein, les objectifs sécurité. Les diagnostics amiantes, j'en ai parlé en haut, c'est un doublon, pardonnez-moi. Non, c'est en phase travaux et avant-projet. Ah oui, oui, oui. Donc voilà. Voilà. Dans la phase électricité, sur tout ce qui est installation électrique, on peut avancer sur deux niveaux. L'avant-projet, donc sur une installation existante, on peut faire de l'analyse de faisabilité qui tient compte des puissances du projet et des puissances disponibles de l'installation, mais aussi des caractéristiques techniques de l'installation existante, voir quels sont les freins ou le go-no-go, entre guillemets, pour faire une implantation, soit sur un réseau existant ou déterminer si on allait créer un réseau dédié à l'IRVE. On peut accompagner aussi sur une analyse et avis de conformité sur les dossiers techniques avant travaux afin de lever tous les points qui pourraient être bloquants lors de la mise sous tension ou en service, c'est-à-dire que les non-conformités qu'on pourrait identifier sur la phase avant-projet afin de gagner du temps et de la qualité et de ne pas décaler le projet sur la mise en exploitation. Bien sûr, il y a d'autres prestations comme les bilans de puissance par la pose d'analyseur de réseau. En phase travaux, il peut y avoir un suivi de travaux. Après, pour tout ce qui est consuel, donc le nouveau PDL et la vérification consuelle. Et quand on est sur un raccordement existant, donc un mode de raccordement indirect au réseau existant pour les IRVE supérieurs à 36 kW, eh bien, il y a le consuel à prévoir. Et après la vérification réglementaire initiale ou initiale suite à modification de structure et en maintien en état, la vérification réglementaire périodique annuelle. On peut aussi parler de formation. Donc la formation en vue d'une qualification ou d'une mention IRVE hein, selon sur l'organisme lequel l'installateur souhaite s'enregistrer, soit sur Qualifier Nord. Donc, on a les formations IRVE, donc P1, P2, P3, selon le besoin, et tout ce qui est pour installer, bien sûr, des bornes de recharge AC ou DC avec ou sans communication.
Et la formation M1, tout ce qui est maintenance des infrastructures de recharge. Donc la maintenance, comme on l'a vu plus tard sur les risques d'incendie, il peut avoir aussi des impacts. L'habilitation électrique, on est dans l'électricité avec les véhicules électriques, les infrastructures, donc l'habilitation électrique, mais aussi les véhicules et engins en énergie électrique embarquée. On a des formations d'habilitation pour les opérateurs d'ordre non électrique, exécutants ou chargés de réparation. On va aussi parler de réseaux enterrés sur les voiries ou réseaux aériens. Donc, il y a la formation AIPR pour tout ce qui est encadrant et concepteur, opérateur de chantier. Et on a l'offre batterie électrique, les opérateurs, formation sur les opérations de l'assemblage, le stockage et la maintenance des batteries électriques. On a pu constater que sur les batteries, même quand elles sont stockées dans des entrepôts, il y a des départs de feu, donc il y a des règles à respecter. Il y a un texte en cours d'écriture sur ce domaine-là, notamment pour tout ce qui est, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de stockage dans les magasins, dans les entrepôts, mais aussi en domestique. Si on fait le calcul dans un logement, on a énormément de batteries et que le tout cumulé devient dangereux. Exactement. Ouais. Donc, un petit point de vigilance sur l'état des réseaux électriques, comme on le disait tout à l'heure, 83% des installations électriques de plus de 15 ans, alors là, dans le domaine domestique, a au moins une anomalie électrique, augmentant ainsi le risque de surintensité et d'incendie. Donc, selon une étude, les modifications apportées aux installations électriques, toujours là, les modifications, on l'a dans le non résidentiel, dans les ERP et les ERT, mais en général, c'est suivi par des contrôles réglementaires, les VRAT, par un organisme de contrôle, la commission de sécurité. Mais dans l'habitation, il n'y a pas de contrôle. Donc, en fait, tout à chacun peut faire des modifications, qu'elles soient conformes ou pas, et peut avoir un impact très significatif sur les risques. L'augmentation du nombre de véhicules mis en circulation augmente aussi le taux d'utilisation des infrastructures de recharge de véhicules électriques. Donc, une station qui est correctement dimensionnée va être dimensionnée à sa puissance nominale. Donc, toutes les bandes doivent pouvoir être utilisées à leur puissance disponible nominale, mais il peut être parfois sous-dimensionné et vu le nombre de points de charge, vu le nombre d'utilisateurs qui vont arriver en simultané, l'infrastructure peut être sollicitée et du coup avoir un échauffement anormal sur les réseaux électriques des bornes ou de la station et avoir un départ de feu. Donc, le dimensionnement des installations de recharge doit être adapté à un usage vraiment intensif, comme il est indiqué. Il n'y a pas de foisonnement sur les IRBE comme on peut avoir sur les autres circuits. Quelques bonnes pratiques, donc utiliser des matériels conformes et adaptés, les socles de prise de courant, les bandes de recharge, les protections. Parfois, on voit du matériel qui n'est pas forcément de marquage CE, qui n'a pas de marquage NF. Forcément que le marché, il est national, européen, international, et que des fournisseurs peuvent avoir des matériels qui ne sont pas adaptés à notre marché. S'assurer d'un dimensionnement adapté. La mise en œuvre, comme on l'a vu sur les photos tout à l'heure, la mise en œuvre est très importante. Donc, les électriciens sont formés dans leur formation de base pour tout ce qui est nature des conducteurs, les sections, mais aussi les rayons de courbure, les points d'attache, les réglages. Mais on s'aperçoit que l'écosystème des IRBE, c'est un marché qui est en forte progression. Donc, une bonne formation de nos électriciens, ou en tout cas aussi de ceux qui mettent en œuvre les installations, est importante. S'assurer de la conformité de l'installation électrique, donc on peut le faire sur 2 niveaux, avant travaux, mais aussi après forcément sur la partie mise sous tension et mise en service lors des différents contrôles réglementaires. Et faire bien sûr appel à des installateurs électriciens qualifiés, IRBE, qui sont identifiés sur la base des référencés qualifiés qui est AFNOR. Voilà. Alors,
Si vous avez des questions, donc dernière question de sondage que j'ai publiée, je vous laisse y répondre et prendre le temps. Vous avez également la possibilité, via le lien en bas à gauche de votre écran, de télécharger notre livre blanc dédié à la mobilité électrique. Et si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, on vous écoute. Je vais en profiter pour répondre à celle qui a été posée. Vas-y, Pétronie, avec plaisir. Existe-t-il une réglementation qui interdit de pénétrer avec trottinette, vélo électrique dans un établissement tel qu'une école, par exemple? Alors, moi, à ce que je sache, il n'y en a pas. Mais par contre, pour tout ce qui est école, de ce que par expérience, je sais que c'est des règlements intérieurs qui interdisent les entrées, mais pas pour des questions électriques ou de recharge, pour des questions tout simplement de bien vivre ensemble, quoi. On ne rentre pas avec sa trottinette à l'école. Donc, elles sont plutôt à l'extérieur, ce qui pose aussi un problème pour les voiries, parce que quand toutes les trottinettes et les vélos sont à l'extérieur, on ne peut plus marcher sur les trottoirs. Et quand tout le monde attend les enfants à l'école, les trottinettes, ça fait beaucoup de monde. Mais bon, ça, c'est des règlements ville par ville. Alors, chaque municipalité a en charge ses propres règlements de voirie et chaque école a en charge son propre établissement. Mais au niveau national, à ce que je sache, il n'y a pas de réglementation qui interdise de rentrer avec sa trottinette à la maison, de rentrer avec son vélo électrique à la maison. Il faut savoir qu'en banlieue parisienne, à Paris et en grande banlieue, la plupart des vélos sont stockés sur les balcons, vélo électrique compris, sauf quand ils sont trop lourds, ou bien dans des locaux qui sont pour l'instant qui sont un peu protégés, mais pas suffisamment à notre avis. Mais tout ça n'a pas bougé pour l'instant. C'est les nouveaux usages. Et comme je vous disais au début, les nouveaux usages vont plus vite que la réglementation. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de M. Denisard. On a une autre question. Est-ce que les bornes de recharge doivent être contrôlées annuellement? Alors, en fait, une borne de recharge, en fait, c'est un produit qui est raccordé sur un réseau électrique. Donc, c'est une installation fixe et fait l'objet d'un contrôle réglementaire annuel pour tout ce qui est, si l'installation est bien sûr soumise au Code du travail. Parfait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, on a une question qui vient d'arriver. Bonjour, si je souhaite interdire le stationnement de trottinettes ou vélos électriques dans un ERP ou ERT, sur quel texte puis-je m'appuyer s'il en existe? C'est ce que j'ai répondu avant. Moi, j'en connais pas. Mais, donc aujourd'hui, il n'y a pas de texte. Non, il n'y a pas de texte d'interdiction. Par contre, chaque établissement a des règlements intérieurs et on peut très bien, sur la base de maîtrise de risque, de bon sens. Moi, je suis beaucoup sur le bon sens. Dire c'est logique, c'est le bien vivre ensemble. On peut l'interdire, mais pour l'instant, il n'y a pas de texte national qui dit qu'on interdit les trottinettes, enfin, pas à ce que je sache. Non. Non. Par contre, est-ce que sur les risques de détection incendie, il y a peut-être des mesures à mettre en place? Ah oui, bien sûr. Alors ça, il y a déjà toutes les mesures, mais ce produit-là n'est pas introduit dans la réglementation incendie. Il y a des choses on a déjà plein de choses en place, même pour les parkings, pour le PS, en ERP. Donc, il y a des choses qui sont prévues déjà, mais il n'y a pas quelque chose qui dit j'interdis de… alors, c'est sûr que… si quelqu'un qui travaille dans un ERP vient avec son vélo, ben non, il ne pourra pas revenir dans son bureau avec son vélo, mais c'est le bon sens, quoi. Mais il pourra le stationner à l'endroit prévu pour le stationnement, pour la recharge quand il y a des recharges. Et voilà. Il y a peut-être de ce fait besoin de créer une zone dédiée avec une détection incendie, voilà, les règles de sécurité liées à l'incendie. Et pour l'instant, ce qu'on sait par rapport aux ERP qui installent ces zones, ils interrogent leurs assureurs aussi, oui, qui eux ont des exigences qui dépassent la réglementation. Oui, les assureurs sont vraiment un acteur clé qu'il faut toujours intégrer dans les projets pour d'une part se couvrir et s'assurer de ce qu'ils demandent pour ne pas avoir de mauvaises surprises si jamais il y avait un problème. Mais dans votre cas, dans le cas de la personne qui pose la question, ça vaut la peine peut-être d'interroger son assureur. Dans un premier temps, et peut se poser aussi la question des parcs à vélo, du coup trottinettes et vélos électriques dans les copropriétés collectives. C'est un gros sujet. Alors, j'ai une autre question. Qui supporte le risque de la borne IRVE sur son site?
l'exploitant ou le prestataire qui fournit le service clé en main. Par exemple, je suis un hôtel et je fais installer des bornes. C'est l'exploitant. L'exploitant? Oui, comme toujours, c'est toujours l'exploitant de l'établissement qui est en charge, sauf si dans un cas d'un hôtel, il y a du foncier qui est dédié, enfin, qui est attribué à un aménageur et que l'aménageur installe, finance et gère et devient l'exploitant de la station de charge qui est indépendante de l'hôtel, puisque en fait le foncier peut être indépendant de l'hôtel, et bien là, c'est l'aménageur. Par contre, il faut que l'installation IRVE soit indépendante de l'ERP. Si la station est raccordée électriquement ou est à une distance adjacente à proximité de l'ERP, et ben là, c'est l'exploitant de toute façon. Donc, c'est une question d'exploitation et de lien, d'indépendance ou pas avec l'ERP concerné. OK. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions pour l'instant. On va arriver au terme de toute façon. On avait prévu à peu près une demi-heure, donc on va arriver au terme. Pour vos parfaites informations, donc le support ne sera pas transmis. Toutefois, à l'issue, là, vous allez recevoir le lien du replay. Ça, vous pourrez le conserver ou le regarder en fonction du temps que vous avez. Sachez que tous les replays de nos webinaires sur les différentes thématiques sont disponibles également sur notre site web. Je vous remercie de votre participation et de votre présence. On a pas mal de réponses au sondage, qui est une très bonne chose pour nous permettre de travailler sur les prochains sujets. Je vous souhaite une très bonne journée. Je remercie Carl et Petroni qui m'ont accompagné et qui vous ont fait cette présentation. Merci. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et un bel été qui arrive. Ouais, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.